sur le joystick. Tu recules vers toi. Regarde-toi du monde derrière. Comment ça se passe alors? Parce que voilà, tout le monde se pose la question, mais comment Philippe Croison va-t-il réussir à piloter son bolide là? Eh ben écoutez, comme vous le voyez, mais non vous le voyez pas parce qu'on est à la radio, sur mon bras droit, on a cette emboîture en carbone, je glisse mon bras à l'intérieur, après il y a une petite sécurité qui vient se mettre en plus pour que le bras ne puisse pas sortir de cette emboîture en carbone. Et là avec cette emboîture en carbone, on a un système hydraulique avec un retour mécanique. Si j'avance mon bras vers l'avant, j'accélère, si je recule mon bras, je freine, et si je tourne mon bras vers la droite ou vers la gauche, la voiture tourne. C'est comme un joystick, c'est comme un jeu vidéo, sauf qu'un jeu vidéo on a le droit de faire des erreurs, et là j'ai pas le droit de faire d'erreurs. Ensuite sur ce bras gauche, j'ai un petit joystick ici, où je monte et je descends mes vitesses. Donc c'est moi qui passe et qui descend mes rapports. Parce que je voulais vivre la voiture. Mais vraiment, on pouvait mettre un système électronique entièrement et que la voiture passe les vitesses toute seule. Mais je voulais vraiment la sentir. Et dire voilà, c'est moi qui pilote vraiment la voiture. Donc voilà comment on fonctionne. Et les ingénieurs ont travaillé très dur. Vous avez Freddy Valade de Offroad Technologies qui a fait toute la partie moteur, boîte de vitesse, tous ces petits systèmes. Et la partie hydraulique mini-manche, c'est K-Automobilité à Paris qui a fait ce mini-manche hydraulique. C'est unique Alors c'est unique, c'est un mini-manche qui existe depuis une vingtaine d'années. Moi par exemple, quand j'ai eu mon accident, en 1994, un jour j'ai regardé la télévision sur mon lit d'hôpital et j'ai vu un ancien pilote de Formule 1 qui conduisait une voiture avec un mini-manche. Et j'ai dit mais alors c'est possible, je pourrais conduire. Et 2 ans après, je sors de centre de rééducation et j'ai mon permis de conduire. Et maintenant, ça fait pratiquement 22 ans que j'ai eu mon accident et je suis au Dakar. Voilà, mais par contre, ils ont énormément renforcé pour le Dakar. C'est plus le même système, on a fait des retours mécaniques beaucoup plus costauds. Tu te sens bien là-dedans, voilà, parce qu'il a fallu s'acclimater, peut-être découvrir et tout, quoi. C'est vrai que les premiers tours de roue qu'on avait fait à Paris, dans une petite rue, pour voir comment ça se passait, c'était un peu chaud. Et après, avec Yves Tartarin, le team manager de l'équipe, on a été au circuit de Saint-Sauvant dans la Vienne, où là, j'ai fait des tours et des tours, des heures et des heures à tourner sur un circuit d'un kilomètre 4, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et à apprendre à gérer la voiture, apprendre à passer les vitesses, à apprendre à aller vite. Et ça a été assez rapide. Et ensuite, on est parti pour faire la première course, les 6 heures d'Orléans, où ils ne voulaient pas que je parte en troupeau. C'était une course à départ tous ensemble. Et c'est Yves qui a pris le départ. Et après, au bout de 4 tours, j'ai pris la voiture. Donc je suis parti pratiquement dernier. Et à la fin, au bout des 6 heures, je termine 7ème sur 54. Après, on a fait la Barra espagnole. Et vraiment, pour se préparer, ce qui était le plus important, c'est le rallye du Maroc. Et là, le rallye du Maroc, j'ai voulu montrer ce que j'étais capable de faire. Donc j'étais à 100% de ma capacité. J'ai fait beaucoup de casse sur la voiture, mais l'essentiel c'était d'aller au bout. Et on a terminé le rallye du Maroc et maintenant je me sens prêt, l'équipe est soudée. Quand on voit l'équipe travailler là comme ça, tout le monde est OK. Il y a le smiley partout, tout le monde en bave parce que depuis maintenant 3 jours qu'on est là, on a mis 2 jours pour venir jusqu'à Ascension. On est venu par la route avec les voitures. Voilà, il y a une grosse fatigue, les gars ont dormi que 2 heures cette nuit et ils mécaniquent depuis ce matin. Donc voilà, il faut être prêt, mais tout le monde a le smiley. Après, je dis pas qu'à la fin du Dakar ou après à la fin d'une épreuve, je ne sais pas si j'ai dans le même état que ça. Mais ouais, j'aime bien faire plaisir, donc non, il n'y a pas de raison. Et puis je suis là pour dire mon message que tout est possible. Tout est possible. Je vais pas dire non pour une photo quand même. C'est marqué sur la voiture, c'est ça, c'est toujours pareil. Mais oui. Même pour les 5 continents, c'était tout est possible. Tout est possible. C'est toujours ça que tu as en tête. Ah mais toujours. C'est l'impossible, c'est juste une seule personne. C'est juste nous. C'est nos propres peurs. C'est notre train-train quotidien. C'est à son nos limites. Moi, dans ma vie aujourd'hui, je dirais que j'ai pas de limite. J'ai un rêve ou une envie. Là, faire le Dakar, c'est pas un rêve, c'était une envie. Mon rêve, c'était de traverser la Manche. Je l'ai fait. Maintenant, là, c'était une envie. Je voulais faire le Dakar. Donc, je me suis dit, pourquoi se fixer les limites? Je le fais. On monte une équipe. Le plus dur, c'est de trouver des sponsors. C'est une grosse galère sans nom et on y va. Par contre, c'est du au jour le jour. Tous les jours, on ne sait pas si on va y aller, quoi. Jusqu'à 15 jours avant de partir pour le Dakar. Enfin, 15 jours. Allez, je dirais 1 mois avant de partir pour le Dakar, je ne savais pas si j'allais partir encore. Mon budget n'était pas clôturé. Donc c'est comme ça, on avance, les ingénieurs travaillent, tout le monde travaille, mais on ne sait pas si le budget va aller au bout. Comment te voici ici, quoi, et au départ du Dakar? Quel a été le cheminement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, voilà, ou peut-être quand tu étais jeune, je sais pas. Il n'y a même pas plusieurs années, je dirais qu'il y a plusieurs années, j'ai toujours suivi le Dakar à la télévision. Depuis tout petit, moi je me souviens des Peugeot, des 205 avec ses gros ailerons, les 405, on se souvient des CX qui allaient dans le désert. Enfin, tu te dis, waouh, mais. Et au fur et à mesure, j'ai toujours suivi le Dakar, c'est toujours une course qui m'a passionné. Le dépassement de soi, le rallye raid, l'épreuve la plus dure au monde. Et un matin, c'est ma compagne Susanna qui m'a dit, dis donc chérie, ça fait longtemps que tu n'as rien fait quand même.
Et elle dit si tu voudrais faire une aventure, j'aimerais bien repartir à l'aventure avec toi. Et elle me dit qu'est-ce que tu aimerais faire? Bah, tout de suite je lui dis bah, écoute j'aimerais bien faire le Dakar. Et elle m'a dit ok, et j'ai appelé Anne Bayard qui est mon agent, et je l'ai appelé, je dis Anne, je vais faire le Dakar. Elle m'a dit arrête, fais autre chose s'il te plaît. Ça va être compliqué, ça va être embêtant et tout. Je dis non, je vais faire le Dakar. Et voilà, et il y a 17 mois, on a dit je fais pas le Dakar. Il y a 17 mois, j'appelle mon agent, je dis voilà, je vais faire le Dakar. Et 17 mois après, on est là, on est au Dakar. Et quand j'appelle Étienne Lavigne, quand on appelle Étienne Lavigne, sa première réflexe, c'était un réflexe humain et normal. C'est de dire non. Bah non, je ne vais pas le Dakar, c'est l'épreuve la plus dure du monde. T'es pas pilote, t'as jamais rien fait, on ne connaît pas. Si on te connaît, on sait que tu es capable de te dépasser pour traverser la Manche ou relier les 5 continents, mais Philippe, tu ne peux pas faire le Dakar. Et je lui dis, mais je comprends ce que vous me dites, mais laissez-moi vous rencontrer. Toujours la même chose, rencontrer la personne. Et je vais le rencontrer, je prépare mon dossier, je regarde des heures et des heures de vidéos, je fais un dossier comme ça, avec Yves Tartarin, on prévoit notre propre sécurité, en plus de la sécurité du Dakar, et j'arrive au rendez-vous, et je parle pendant une demi-heure. Et à la fin de la demi-heure, il m'a dit t'as besoin de quoi? Et là, j'ai demandé à Susanna, ma chérie, j'ai dit tu peux me sortir la liste s'il te plaît? Et je lui ai sorti une liste de courses. Il a regardé, il y avait une lettre de soutien de la part d'Étienne Lavigne. Il m'a dit t'exagères. Je dis oui, mais qui va me croire si tu ne me donnes pas une lettre de soutien? Si vous ne me donnez pas, pardon, une lettre de soutien. Il m'a fait la lettre. Il m'a dit pour le reste, tu seras un pilote comme un autre. T'emmènes ton toilette, t'emmènes ta douche parce que sur le Dakar, il n'y aura rien pour toi. Je suis d'accord, je prends. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Ils ont accepté. C'est aussi ce qui t'intéressait d'être au même titre que les autres, voilà. Mais complètement, voilà. Complètement, il n'y a pas de différence. La différence, c'est seulement celle qu'on a envie de voir, hein. C'est rien d'autre. Hein. Donc aujourd'hui, on est là. Je le disais tout à l'heure, l'équipe a le smiley, tout le monde est content. Et ça travaille dur. Là, déjà, la fatigue commence à s'accumuler parce que les mécanos, ils sont d'arrache-pied. Donc, ouais, non, ça y va. Donc, le but, c'est de voir Buenos Aires, c'est vraiment ça. Enfin, non, l'objectif, c'est vraiment de voir Buenos Aires, c'est d'être moins foufou que le Rallye du Maroc. Au Rallye du Maroc, j'ai vraiment donné beaucoup. J'ai cassé le châssis, j'ai bloqué la boîte en 4 à la dernière étape. Enfin, je voulais voir les limites de la voiture, je voulais voir mes limites. C'est pour ça qu'on fait un temps extraordinaire au Maroc, même avec les 75 heures de pénalité. Je termine 15e, mais on termine. Et c'est là que les pilotes, les gars de chez Peugeot, Toyota, même les gars de chez Mini sont venus me voir en me disant mais les temps que tu as fait c'est juste chouette quoi. Et bah voilà, et ça me fait plaisir, mais je sais que là au Dakar il va falloir que j'aille moins vite parce que ça va être difficile. Quand on a entendu la conférence de presse, ce qu'ils nous ont annoncé, que c'était le Dakar le plus dur jamais réalisé en Amérique du Sud, qu'on va monter à plus de 4850 mètres, c'est la plus grosse inconnue pour moi, c'est l'altitude. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment je vais réagir à l'altitude, je ne sais pas comment mon copilote va réagir à l'altitude. C'est la plus grosse des inconnues. Je sais que je vais gérer la voiture, je suis capable de me gérer au niveau mental et tout, mais c'est l'altitude qui m'inquiète un peu, on verra. Donc ce sera du jour le jour un peu? Oui, complètement, ouais, c'est du jour le jour. Je pense qu'un Dakar, c'est au jour le jour. Les mécanos préparent tout, mais le pilote et le copilote, faut franchir la ligne d'arrivée de cette étape-là. Et demain, on verra. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression justement? On se dit au purée, Croison, il fait tout, il tente tout, il est un peu fou, on l'attend au tournant. Non, il y a de la pression, mais il n'y a pas de super-héros. Hein. Il y a juste quelqu'un qui travaille. Il y a juste quelqu'un qui bosse, comme les autres pilotes, comme tout sportif de haut niveau. Il y a un boulot monstrueux avant d'avoir la vitrine et d'être là et de faire l'épreuve. Celui qui court le 100 mètres, il court pour quelques secondes, mais il a 4 ans de travail derrière. Moi c'est pareil, je me suis préparé mentalement, physiquement, on a monté l'équipe, il y a eu un gros travail avant. Et là maintenant ça y est, on est sur l'objectif, on est sur le Dakar, donc on a juste à répéter les gammes qu'on a préparées pendant 8 mois, parce que ça fait 8 mois vraiment que je m'entraîne avec la voiture. Comment tu t'es préparé psychologiquement? Tu disais avec un hypnotiseur, voilà. Oui, un hypnothérapeute. Un hypnothérapeute. Exactement. On fait des séances d'hypnose. Donc j'avais plusieurs séances d'hypnose par mois, et surtout la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est ce qu'utilisent les pilotes de chasse français, ce qui permet. Les pilotes d'avions de chasse. Oui, les pilotes d'avions de chasse. Merci. Ça recommence, pas sûr. Voilà, oui, c'est ce qu'utilisent les pilotes d'avions de chasse français, la cohérence cardiaque, ce qui leur permet de se concentrer et de ne pas avoir de montée d'adrénaline quand il y a un danger. Ou quand ils sont à Mach 1 ou Mach 2, le cœur continue à battre au même rythme. Moi, j'ai eu l'expérience au Rallye du Maroc, j'ai eu des sauts, j'ai eu des grosses catastrophes, mon cœur s'est pas emballé. Je suis resté froid et j'ai réussi à gérer ma voiture. Et donc la cohérence cardiaque, je le fais 3 fois par jour. C'est une musique, c'est un son, et on respecte notre respiration, et on fait en sorte que notre cœur batte au même rythme que notre respiration. Et avant de partir, je fais ma cohérence cardiaque, je m'isole. Et avant le départ, je fais 5 minutes aussi. Donc je demande à mon copilote de me laisser tranquille. Et je fais 5 minutes et il me dit ok, ça va être c'est parti, j'ouvre les yeux et je suis super concentré.
Donc c'est ça, on ferme les yeux, on se concentre, on répète. C'est ça, comme je sais pas, le skieur qui fait sa descente avant. Vous voulez que je vous dise où est-ce que je vais quand je fais ma cohérence cardiaque? Je suis sur la Manche, je suis sur les côtes anglaises, là où je me suis assis de nombreuses fois pour regarder la Manche avant de partir. Et je regardais la Manche et je lui dis laisse-moi passer. Et elle m'a laissé passer. Et mon endroit à moi, quand je suis ici sur le Dakar où j'ai un gros pépin, je me concentre, je ferme les yeux, je fais de l'auto-hypnose et je vais sur la falaise anglaise, là où j'ai traversé la Manche. Et je m'apaise, je me calme et j'ouvre les yeux et c'est bon, je peux repartir. Là, il faut parler au sable. Hein. Voilà, là, il va falloir parler aux dunes. Après avoir bu la tâche, je vais voir de la poussière maintenant. Donc, mais je me sens bien, franchement, je me sens bien parce que les dunes du Maroc, je les ai bien absorbées. J'ai une bonne lecture. Après, Yves Tartarin vous le dira, c'est le team manager. C'est lui le premier qui m'a accordé sa confiance. Il a vu comment je lisais les dunes, comment je les ai apprivoisées, comment je les ai passées, pardon, c'est mieux. Et je me sens bien dans les dunes, ça va, j'ai pas peur, vraiment j'ai pas peur. Un mot sur ce budget et Nasser Al-Attiyah qui, enfin voilà, je pense que ça s'est vérifié depuis, mais c'est fantastique. L'histoire de Nasser, c'est on croit plus au conte de fées, ben, ça existe encore. Ça existe encore, je fais le rallye du Maroc, Nasser vient me voir avec Mathieu Baumel, son copilote, et il me dit bravo, félicitations, les temps que tu as fait, c'est génial, tu as été au bout du rallye du Maroc et tout. Et là il a la question, il me dit tout va bien? Et là je suis en panique, je regarde Mathieu Baumel, je dis mais qu'est-ce que je fais? Je dis quoi? Et Mathieu il me dit mais dis-lui la vérité. Et je lui dis bah mon budget n'est pas clôturé parce que je suis venu au Maroc parce qu'il fallait que je prenne cette expérience. Il fallait vraiment que j'ai cette expérience là pour aller au Dakar, prouver, montrer ce que j'étais capable de faire. Mais malheureusement, j'ai plus de budget pour aller au Dakar, il m'en manque. Et là, il m'a dit, il te manque combien? Je dis, bah, il me manque 100 000 €. Et il m'a dit, ok, il faut que tu sois sur le Dakar. Je t'aide, je vais te donner 100 000 €. Et il les a donnés. Et il les a donnés, ouais. C'est pour ça que sur la voiture, il y a marqué Thank you Nasser Al-Attiyah, parce que comme il y a marqué la Matmut, c'était la première à me faire confiance, AFA, il y a Oreca, il y a les ingénieurs, K Automobilité, Offroad Technologie, Freddy Balade, tous ces gens-là qui m'ont accordé leur confiance. Il y a même les salades crudettes. C'est génial ça, non? Et puis sportrevenu.com, voilà, tous ces sponsors-là sont arrivés et m'ont donné leur coup de main. Et vous savez quoi? Je vais remercier aussi un groupe extraordinaire, le Club des Partenaires. J'ai créé un Club des Partenaires, c'est comme ça que j'ai lancé l'aventure. J'ai contacté plein de petits chefs d'entreprise, plein de petites PME, pour un petit budget de entre 1000 et 1500 €. Ils font partie de l'aventure. Et pour arriver à lancer l'aventure, j'ai réussi à fédérer 100 chefs d'entreprise. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure Dakar, avec ces petits chefs d'entreprise. Donc encore une fois, tout est possible, il faut juste oser. Essaye et fais. Merci Mister Croison. Ah bah merci à toi. Super.